Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, est avec nous. Bon retour parmi nous, Pepe. Toujours un plaisir, Nima. Salutations à vous et à notre public depuis le pays bouddhiste de Thaïlande. Pepe, laissez-moi commencer par ce qui se passe en Asie de l'Ouest. Le conflit, la guerre entre l'Iran et les États-Unis s'intensifie. Quand vous regardez les conséquences de cette guerre, quand vous observez les attaques qui ont lieu en ce moment, que se passe-t-il? Comment percevez-vous la situation actuelle dans ce conflit? Ce n'est pas un conflit, Nima, je suis désolé. C'est une véritable guerre, très violente, horrible à tout point de vue. Nous devons employer la terminologie correcte partout. Par exemple, je suis en Asie du Sud-Est, et la guerre se déroule en Asie du Sud-Ouest, ou en Asie occidentale en général, mais plus précisément en Asie du Sud-Ouest, en Iran. Eh bien, j'y travaille jour et nuit. J'ai annulé tous mes déplacements. J'allais partir en Chine, mais j'ai décidé de rester en Thaïlande, car ici, je travaille à plein temps jusqu'à 5 heures du matin, et je dors pendant la journée. Et bien sûr, je garde mes canaux ouverts avec la Chine, avec la Russie, et aussi avec l'Iran. Et après 13 jours, disons que c'est maintenant la guerre des 13 jours, n'est-ce pas? Donc nous allons atteindre 2 semaines ce week-end, c'est certain. Et plus encore, c'est également certain. Parce que maintenant, les deux positions sont gravitational farita, en fait. Et ce n'est pas une exagération. Du point de vue de l'empire du chaos, et j'ai entendu cela d'abord de la part des Chinois, et c'est fantastique, le babouin de Mar-a-Lago. C'est ainsi que Trump est désigné sur l'Internet chinois. Et j'irai même plus loin, le babouin de War-a-Lago, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, pour le prouver, s'il vous plaît, vous tous, notre public, allez sur ma chaîne Telegram. J'ai mis en ligne, il y a quelques minutes, une enquête en 2 parties sur Substack, réalisée par un site appelé Democracy Defender. C'est extraordinaire dans la manière dont il cite les noms en détail et montre comment chacun de ces personnages de type mafieux, tout membre de l'administration Trump, tire des profits colossaux de la guerre contre l'Iran. Il y a donc maintenant un élément direct. Nous avons les noms et il est très facile de vérifier ce qu'on fait. Tout le monde, la secrétaire à l'énergie, Howard Lutnick, sans parler de Witkoff et de Kushner, tout le monde, le clone culturiste chrétien sioniste fou qui se fait passer pour le secrétaire des guerres éternelles, Hegsted, tout le monde. Comment ils en tirent profit? Et comment cette guerre était destinée à éclater? Parce qu'elle a été planifiée depuis longtemps par le même groupe habituel de suspects néoconservateurs et le lobby sioniste à Washington et dans la ceinture de la capitale, jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon président pour la déclencher. Et ce président, c'est le babouin de War-a-Lago. Ceci n'est donc qu'un petit détail d'un tableau bien plus vaste. Le tableau plus vaste, c'est que les élites américaines ont besoin de cette guerre. Et Trump, une fois de plus, en est leur messager. Aussi insignifiant et absurde qu'il soit, sa dernière trouvaille est de qualifier la guerre contre l'Iran d'excursion. Ses propres mots. Donc, la planète entière ne peut pas prendre ce babouin au sérieux. Le problème, c'est qu'il prend la planète entière en otage, avec ses sautes d'humeur explosives et la psychologie d'un enfant de 4 ans, voire de 2 ans en réalité. Comme tu le sais déjà, Nima, ils sont en train de bombarder massivement l'Iran, et cela va s'intensifier. Cette menace a d'ailleurs été réitérée plus tôt cette semaine par le secrétaire des guerres éternelles. C'est la seule chose qui leur reste. Bien sûr, il n'y a absolument aucun débat dans les grands médias américains sur leur perte effroyable, surtout à travers l'Asie de l'Ouest. Dans toutes leurs bases militaires, installations, cellules de la CIA,
qu'elles soient reconnues ou clandestines, hôtels hébergeant du personnel militaire américain transféré depuis les bases bombardées. Tout y passe. Donc en même temps, et c'est là que ça devient encore plus fou, nous avons l'élément TACO. Trump se dégonfle toujours. Beaucoup d'entre nous comptent. Jusqu'à présent, nous avons déjà identifié 4 TACO ces derniers jours, par désespoir. Et aujourd'hui, nous avons eu la confirmation qu'il y avait au moins 2 TACO impliquant Oman. Cela signifie que la Maison-Blanche et leurs sycophantes, émissaires, petits gangsters, peu importe, tendent la main. La Turquie, le Qatar, Oman et dans le cas de la Russie, directement. Trump a appelé Poutine, pas l'inverse. Ce sont donc 4 cas de TACO. Il est désespéré de trouver une porte de sortie, un moyen de s'en tirer. Bien sûr, il ne peut jamais dire cela en public. Il le dit de manière énigmatique. Ah, je peux mettre fin à cette guerre quand je veux. Ah, nous gagnons, nous gagnons. Nous en avons assez de gagner. Ah, il n'y a plus rien à bombarder. Nous avons tout bombardé. Donc en réalité, c'est un langage codé pour dire « D'accord, c'est bon, je peux déclarer la victoire quand je veux ». Ce qu'il fera finalement est, non pas à cause des pertes absolument effroyables des États-Unis en Asie de l'Ouest, mais parce que les marchés l'y contraindront. Sinon, il restera dans l'histoire comme celui qui a provoqué l'effondrement total de l'économie mondiale, qui est déjà en cours. Et le détroit d'Ormuz n'est qu'un élément de ce vaste tableau. Et la situation devient plus compliquée de jour en jour. Pour commencer, Nima et pour vous tous, notre public, il existe désormais 4 niveaux de transit ou de non-transit par le détroit d'Ormuz, qui jusqu'à il y a quelques jours était une voie maritime internationale, le goulet d'étranglement le plus important du monde. Il y a donc maintenant 4 niveaux. Premier niveau, la Chine. Vous pouvez aller et venir à tout moment, où que vous vouliez aller, d'où que vous veniez. Aller en Chine, aucun problème. Ou si vous revenez de Chine pour faire le plein dans le golfe Persique, aucun problème non plus. Parce qu'il existe un accord bilatéral Téhéran-Pékin conclu jeudi dernier. Il y avait d'abord, bien sûr, un accord de principe, un accord oral. Puis ils ont conclu un véritable accord jeudi dernier. Le deuxième niveau regroupe les pays qui demandent à l'Iran un passage libre. Et puis, il y en a 2 en particulier, mais la situation est complètement différente entre eux. L'un d'eux est le Bangladesh. Le Bangladesh a demandé diplomatiquement à l'Iran « Écoutez, nous avons un énorme problème énergétique. » Les Iraniens ont répondu « Pas de problème. Tant que vous vous identifiez comme venant du Bangladesh et allant au Bangladesh, aucun problème. » Et puis il y a l'Inde. L'Inde est extrêmement complexe. Il y a eu un appel téléphonique il y a quelques jours, et je le mentionne dans l'une de mes chroniques cette semaine, entre Jai Shankar, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, et Arakchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. En gros, Jai Shankar demandait un passage libre par le détroit d'Ormuz. C'était le point essentiel de la conversation. Apparemment, Arakchi a accepté, et il s'est comporté en véritable gentleman, le gentleman qu'il est. C'est un vrai diplomate, d'une grande expérience. Et il a dit, « Écoutez, vu la manière dont vous nous avez traités ces dernières semaines, il faudra qu'on en parle à l'avenir. Mais ce n'est pas grave. Continuons à faire vivre notre relation. Votre ambiguïté stratégique, nous comprenons pourquoi vous la pratiquez. Mais parlons-en plus tard. Pour l'instant, voyons comment notre relation évolue. Il y a une chose. Aujourd'hui, les Iraniens ont déclaré « Non, nous n'avons pas autorisé les pétroliers se rendant en Inde ou battant pavillon indien à traverser le détroit d'Ormuz. » Nous avons donc maintenant une divergence entre ce que dit le ministère des Affaires étrangères à Téhéran et ce que dit le corps des gardiens de la révolution islamique.
nous ne savons pas comment la situation va évoluer. C'est donc le deuxième niveau. Puis nous arrivons au troisième niveau, probablement le plus complexe de tous. Toute personne ayant des liens avec les États-Unis, Israël ou l'Europe, ou d'autres nations hostiles, ce qui peut inclure, par exemple, le Japon, mais peut-être pas la Corée du Sud, est interdite. Vous ne pouvez pas traverser Hormuz. C'est tout. Aucun permis. Et ne perdez même pas votre temps à en demander un, car nous ne vous en accorderons pas. Et enfin, le quatrième niveau, aussi complexe que le troisième. Tous les autres. Cela concerne le reste du monde. Si vous avez un pétrolier, quel que soit le pavillon qu'il arbore, et que vous prenez le risque de traverser le détroit d'Ormuz sans demander la permission à l'Iran, vous allez être frappé. C'est exactement ce qui est arrivé à un pétrolier ces dernières heures. Il a été pris pour cible et il se dirigeait vers la Thaïlande. Ils n'ont pas demandé l'autorisation et maintenant, ils en paient le prix. Cela montre bien toute la complexité du détroit d'Ormuz. Et bien sûr, les Iraniens peuvent techniquement dire que le détroit est ouvert, mais en même temps, il est fermé. Tout dépend à qui vous parlez et tout dépend de si vous obtenez votre autorisation ou non. C'est très très simple, vous savez. Alors, tu peux imaginer, Nima, les répercussions que nous voyons déjà. Mais celles de la semaine prochaine seront encore plus infernales qu'elles ne le sont maintenant. Parce que cela signifie que la plupart du pétrole et du gaz ne vont nulle part. Et tu peux imaginer ce que cela implique pour l'économie mondiale. C'est 20% du pétrole mondial. Donc tout va être chamboulé. C'est déjà le cas. Les compagnies aériennes paniquent déjà, car le prix du kérosène va grimper jusqu'à mars. Les céréales, tu sais, des pénuries alimentaires partout. Donc maintenant, tout est, et évidemment les marchés ne peuvent pas intégrer tout cela dans leur prix, parce qu'ils ne savent pas où cela va, comment cela va évoluer, ou régresser d'ailleurs. C'est donc à cela que les Américains vont devoir se confronter, car dans la situation actuelle, nous avons déjà 4 pétroliers. Dans les prochains jours, nous en aurons 3 ou 4 de plus, et il devra trouver une issue. En gros, proclamer la victoire et partir. Mais s'il proclame la victoire et s'en va, cela signifiera que la défaite stratégique sera évidente pour la planète entière. Ce sera la fin de sa présidence, c'est certain. La fin de l'hégémonie américaine en Asie occidentale, plus que certaine, c'est déjà en cours. Et bien sûr, la fin de l'hégémonie mondiale, car qui peut respecter une superpuissance qui entre en guerre sans l'avoir planifiée? Et tu sais, ils se font botter le derrière. Mais alors, sévèrement, vraiment sévèrement, par une puissance de taille moyenne sous sanction depuis 47 ans. Voilà, c'est tout. Et du côté iranien, comme tu le sais, Nima, il ne bouge pas. On l'entend d'Araghchi, de Kalibaf, de tout le monde au Majlis, de quiconque prend la parole. Non, c'est comme ça. Et notre liste de conditions, c'est celle que j'ai énumérée dans la colonne à laquelle tu faisais référence, l'avis d'expulsion adressé aux Américains. C'est tout. Et cela, c'est un savoir partagé par le nouvel ayatollah invisible, Mostafa Khamenei, la direction politique, le Majlis, tout le CGRI, l'ensemble de l'armée et aussi la population iranienne. Voilà. Et si vous ne le faites pas, très bien. Voici votre règle d'expulsion. Tu n'en veux pas? Très bien. Alors la guerre continue. Et la guerre se terminera quand nous le déciderons. Nous, l'Iran, pas les États-Unis. C'est insensé. Je pense que cela montre à quel point tout le système des relations internationales est désormais complètement bouleversé. Et nous ne savons pas où cela mène. Personne ne sait où cela mène. C'est un affrontement direct, à quitte ou double. La question est, qui clignera des yeux le premier? Ce ne sera pas l'Iran. C'est garanti. Et le prix qu'il paye pour cela, comme tu le sais, Nima, personnellement, est horrible. Horrible. Mais il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie.
Si tu veux vaincre un empire, comme l'ont fait les Vietnamiens, ils ont payé un prix terrible et ils ont vaincu un empire. Pepe, Donald Trump essaie, à travers une nouvelle rhétorique, de manipuler le marché. Mais si l'on regarde ce qui se passe en Allemagne et en France, par exemple, ils ont commencé à utiliser leurs réserves de pétrole. Et les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient eux aussi puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Mais il faut comprendre que ces réserves sont censées être utilisées principalement pendant 2 à 3 mois, pas plus. Alors, quelle est la stratégie après cette courte période? Penses-tu que Donald Trump sera capable de convaincre le marché qu'il agit réellement? Parce qu'après tout, on ne voit pas ces signes sur le marché. Le prix du pétrole monte, il ne baisse pas. Non, les marchés ne sont pas convaincus. Vous savez, pour répondre franchement à votre question, oui. Même si les États-Unis libèrent une partie de leurs réserves stratégiques, ce qu'ils libèrent ou ce qu'ils annoncent qu'ils vont libérer durera, selon les meilleures estimations, environ 1 semaine. C'est tout. Donc dans 1 semaine, ils devront en libérer davantage et là, ils vont commencer à paniquer. Sérieusement, très sérieusement. Ce sont des mini-mesures qui ne changent rien à ce qui se passe sur le champ de bataille. Le fait est que l'Iran a une fois de plus ajusté sa stratégie et lance désormais des contre-mesures. Des salves ultra puissantes de ses missiles les plus performants, plus les anciens modèles comme le Khorramshahr 4, y compris le Khorramshahr 4, qui est une sorte de missile moderne doté de 80 mini-missiles pouvant être dirigés électroniquement vers différentes cibles. Ça, wow, tout ça à propos d'Israël, c'est une condamnation à mort, tu sais. Et dans leurs villes souterraines de missiles, dans la partie orientale de l'Iran, ils en ont des centaines, voire quelques milliers. Bien sûr, ce qu'on entend du département de la guerre éternelle, c'est juste « on bombarde tout, on va encore plus bombarder ». Ils en ont assez de bombarder. Il n'y a aucune preuve, rien qui montre qu'ils infligent réellement des dégâts sérieux à l'Iran. Non, ils bombardent sans discernement. Et maintenant, sans les assaillants, pratiquement tous les assaillants d'Asie occidentale, dans toutes ces pétromonarchies, ils sont partis. Ils sont partis, sans parler de ceux en Jordanie et à Erbil, en Irak. Alors, la marge de manœuvre pour les essaim de drones venus d'Iran et maintenant les nouvelles séries de supermissiles augmente de jour en jour. Bien sûr, tout revient à la perception politique, absolument tout, parce que ces gens-là, ils ne regardent même pas ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. Ils doivent trouver un récit à vendre à l'opinion publique intérieure, aux États-Unis et au reste du monde. Et c'est impossible, car dans tout récit qu'ils essayent de vendre, la défaite stratégique sera implicite. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et c'est pour cela que la situation devient chaque jour plus dangereuse, car ils seront certainement tentés de faire quelque chose de littéralement apocalyptique, ce qui, soit dit en passant, correspond à l'état d'esprit de nombreuses personnes au sein de l'administration américaine. Je ne parle pas du culte de la mort en Asie occidentale, car il s'agit là d'un groupe de véritables fanatiques apocalyptiques. Mais il y en a beaucoup parmi eux. L'axe sioniste à Washington, dans les cercles du pouvoir ou à New York, qui pensent de cette manière en termes apocalyptiques. Et alors, la voie sera ouverte aux armes nucléaires tactiques, voire aux armes nucléaires tout court. C'est encore sur la table, c'est encore possible. Et c'est pour cela que c'est si terrifiant. Je pense qu'il est important de prendre en compte l'aspect militaire en ce moment. En regardant la carte de l'Iran,
on voit que la plupart des cibles se trouvent à l'ouest du pays, à l'ouest. Oui, et cela montre bien que tu sais, parce que Donald Trump, en regardant ce que Donald Trump dit, Pete Hack a déclaré « Nous contrôlons tout, l'espace aérien est entre nos mains ». Ce n'est pas le cas, car ils utilisent l'espace aérien irakien, se rapprochent des frontières iraniennes, puis tirent sur l'Iran. Ils ne survolent pas l'Iran comme ils le prétendent. C'est incroyable de voir à quel point tous ces récits s'effondrent, à mon avis. Et tu as mentionné quelque chose de très important, Pepe, à savoir les radars dans le golfe Persique et en Israël également. Nous savons que la plupart de ces radars ont été détruits jusqu'à présent. Car ces systèmes de défense aérienne ne pas fonctionner sans ces radars. Il y a des photos, Nima, de nuées de missiles balistiques iraniens survolant Israël et se dirigeant vers leur cible. De toute évidence, ils ne peuvent pas être interceptés. Certaines séquences ont été filmées par des personnes au sol ou en mer. J'ai vu des images prises par des marins chinois ou japonais. C'est incroyable. On peut littéralement voir les intercepteurs s'affoler partout, sauf sur leur cible. Et oui, nous savons tous qu'il manque d'intercepteurs partout. Dans leur désespoir, les Américains ont dû rapatrier les THAAD et les Patriot de Corée du Sud. Les personnes bien informées en Corée du Sud sont furieuses. Parce que les Américains les ont forcés à accueillir ces attaques, et les Patriots en Corée du Sud, la relation avec la Chine a été un désastre absolu. Et seulement quelques jours plus tard, les Américains ont dit « D'accord, non, nous les rapatrions », sans même consulter les Sud-Coréens. Voilà comment les États-Unis traitent leurs vassaux dans leur ensemble. Le seul vassal connu est Israël, car après tout, c'est la même chose. Et bien sûr, c'est un processus à long terme. Ces pétromonarchies du Golfe vont-elles réévaluer leurs relations avec les Américains ou seront-elles assez stupides pour essayer de tout maintenir comme avant, ce qui est impossible? Et si l'on considère le fait que certains d'entre eux sont en voie d'extinction, Dubaï, à toute fin pratique, une fois de plus, le modèle économique de Dubaï est mort. Et les Émirats, dans une large mesure, sont sur le point de s'effondrer. Il n'y a pas d'issue. Eh bien, ce sont là des effets à long terme. L'effet à court terme a été exposé dans une liste envoyée par l'Iran par divers canaux aux Américains. Ils ont dit, écoutez, si vous ne suivez pas notre liste de revendications point par point, il n'y aura ni cessez-le-feu, ni fin à cette guerre. Et la liste des revendications est assez impressionnante. Elle comprend tout. La fin des sanctions, des réparations à l'Iran, et la poursuite par l'Iran de son programme nucléaire civil comme il l'entend, sans inspection. Rien. Et bien sûr, même dans l'un des points, les 9 points complets, l'un d'eux inclut des excuses personnelles de Trump à l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Évidemment, cela n'arrivera jamais. Mais voilà, c'est la vie d'expulsion, quelque chose qu'aucun de nous n'aurait jamais pu imaginer se produire aujourd'hui. Une puissance moyenne en train de faire la leçon à la plus grande armada de l'histoire, Star Wars ou peu importe. Les exceptionnalistes eux-mêmes disent « Voilà, c'est comme ça. Si vous ne suivez pas, vous allez vous enlisser dans cette guerre et vous n'aurez pas d'issue, à moins de vous rendre. » Ainsi, les conditions de reddition ont été remises par l'Iran aux États-Unis. En termes géopolitiques, c'est la mère de toutes les surprises, non? Je pense qu'en regardant la réalité de la situation, Pepe, la puissance offensive des États-Unis, jusqu'à présent, un quart des missiles Tomahawk ont été utilisés. Un quart. Et nous ne sommes même pas à 2 semaines du conflit. Mais en matière de défense, la situation est encore pire. Ils ont dû transférer tous ces systèmes de défense aérienne de la Corée du Sud vers Israël pour le défendre.
Je ne sais pas à quel point cela sera efficace pour Israël, mais à long terme, on peut voir les capacités offensives des États-Unis diminuer et les capacités défensives des États-Unis comme d'Israël décliner également, car les radars ne sont plus là. Les systèmes de défense aérienne et d'alerte précoce ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Les Israéliens vivent quelque chose qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Et en plus de cela, en impliquant les États arabes du Golfe Persique, on leur avait dit, Pépé, avant le début de la guerre, que Donald Trump avait affirmé que cette guerre serait terminée en 4 jours. Et regarde ce qui se passe maintenant. Ce qui nous ramène à... Il a dit ça, quoi? Il y a 2 jours? 3 jours? Et c'est absolument d'accord. Il y a beaucoup de... Cela ne mérite même pas d'être considéré comme une page du manifeste dadaïste ou du manifeste surréaliste. Tout le monde reste sans voix, parce que cela vient du président des États-Unis. Cette guerre est une excursion. Je peux mettre fin à cette guerre quand je veux. Nous en avons assez de gagner. Et puis, au milieu de tout ça, il dit « Je suis entré dans cette guerre à cause de Steve, Marco, Pete, etc. » Il jette sa bande de clones sous le bus parce que, évidemment, le lâche qu'il est ne peut pas assumer la responsabilité lui-même. C'était sa décision ultime. Personne ne l'a forcé à faire quoi que ce soit. Et il dit que la bande de clones qui lui parle presque tous les jours l'a forcé à bombarder l'Iran. Ce qui, si on le prend au mot, signifie que ces gens sont des traîtres aux États-Unis, car ils ont fourni au président des États-Unis de fausses informations qui ont conduit à une guerre. C'est extrêmement grave. C'est un motif pour le mettre en prison et pour y mettre tous les autres aussi. Alors qu'en est-il? Une fois de plus, la seule chose dans laquelle ils excellent, c'est la construction de récits, la manipulation de récits et la modification de ces récits quand ils ne servent plus leurs intérêts. Et c'est un cas exemplaire où il faut ajuster le récit et le changer au plus vite. Et entre-temps, nous assistons à ce spectacle effroyable, consistant à jeter tous les bouffons sous le bus, à s'empêcher d'assumer les conséquences de ses actes et de ses décisions, tout en se vantant de gagner, alors qu'il est manifestement nourri de fausses informations encore et encore, si l'on regarde ce qui se passe réellement sur le champ de bataille, et à tenter de trouver une issue, une voie de sortie absolument impossible. Encore une fois, car s'il emprunte cette voie, c'est la reconnaissance d'une défaite stratégique massive. Comparé à cela, tout ce qui a précédé, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, n'était qu'un jeu d'enfant, vraiment. Tout cela, Nima, le rend encore plus dangereux qu'il ne l'est déjà. Ainsi, cette image chinoise d'un babouin incontrôlable s'applique totalement. Un babouin orange, acculé, très très en colère, dangereux, sans issue. Et donc, il va déchaîner sa fureur partout. C'est extrêmement, extrêmement dangereux. Je pense que nous pouvons également constater la menace de ces opérations sous fausse bannière aux États-Unis, car le FBI aurait averti la police de Californie hier. Exactement. C'est incroyable. Ils inventent simplement des choses. Qui fait cela aux États-Unis? Si cela se produit, ce sera une fausse bannière. Je ne vois aucune réalité dans ce genre de rhétorique. Et personne ne croirait que l'Iran ferait cela. Que se passe-t-il? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des drones. Il parle aussi de cellules dormantes. L'Iran se prépare à... Ce sont les mêmes discours. Vous vous souvenez, lorsque Donald Trump a été élu, il faisait la même chose. Ces drones iraniens sont ici. Le navire de la marine iranienne est ici. Ils nous envoient des drones. Ils veulent détruire les États-Unis. Pensez-vous que cette escalade serait en quelque sorte une fausse bannière, ou bien des opérations sous fausse bannière aux États-Unis? Même s'ils lancent de fausses opérations sous faux drapeaux, cela ne suffira pas à convaincre les Américains.
Bon, au moins, la population américaine a un QI supérieur à 10. Soyons optimistes, non? Vous ne les convaincrez pas. Bien sûr, la guerre est déjà très impopulaire. Je crois qu'environ 60-66%, quelque chose comme ça, ce qui est énorme. Ils considèrent cette guerre comme une aventure complètement absurde, et elle l'est, avec des éléments d'absurdité qui circulent partout chaque jour. Mais ils doivent changer le récit. Et il n'y a absolument rien qu'ils puissent vendre à l'opinion publique intérieure pour le moment, à part on bombarde l'Iran à fond. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bien sûr, ils ne parlent pas de la riposte. Ils ne parlent pas du fait qu'ils ont déjà perdu toute leur défense à travers l'Asie occidentale et au-delà. Non, ils ne peuvent pas en parler. Alors, ils continuent d'inventer des choses. Et bien sûr, les cas possibles de fausses bannières, l'indice des fausses bannières, vont exploser à partir de maintenant. Et nous n'en sommes qu'à la deuxième semaine, Nima. Nous ne sommes qu'à la deuxième semaine. Il y a une réelle possibilité que cela dure encore au moins 3 ou 4 semaines. Et ensuite, bien sûr, il y aura la destruction de l'économie mondiale. Même si cela s'arrêtait la semaine prochaine, ce qui n'arrivera pas, car les Iraniens ne veulent pas que cela s'arrête. Ils ont l'initiative de guerre asymétrique. Leur stratégie de dissuasion est parfaitement réglée, et elle passe maintenant à la vitesse supérieure. Ils n'ont aucun intérêt à y mettre fin, et ils le disent chaque jour. Non, la guerre se termine quand nous décidons qu'elle se termine. C'est la confiance en soi de l'armée qui maîtrise tout et sait ce qu'elle fait. Je pense que le problème, Pepe, c'est qu'en regardant ce que disent les responsables iraniens, on sait ce qu'ils veulent. On sait ce qu'ils recherchent. Ils disent qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Personne ne se soucie d'un cessez-le-feu. Ils ne veulent plus négocier avec les États-Unis, car plus personne en Iran ne fait confiance aux États-Unis. S'il doit y avoir des démarches politiques, ce sera par la Russie, la Chine, la communauté internationale. Plus personne ne se soucie des États-Unis ni d'Israël. Je ne vois plus Steve Witkoff. Ces types, il y a tellement de choses. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, plus personne ne voudrait négocier avec eux. Voyons si les Russes ont retenu la leçon. C'est une autre histoire, une histoire très compliquée. Et Pepe, vous avez mentionné l'appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Savons-nous quel en était l'objectif principal, ce que Donald Trump voulait de Vladimir Poutine? Non, nous ne savons pas, car les fuites ont été très sélectives et le compte-rendu du Kremlin était quelque peu énigmatique. Ce qu'a dit Ushakov écoutait évidemment l'appel téléphonique, probablement dans la même pièce que Poutine, n'est-ce pas? La manière dont il l'a formulé était fascinante. En gros, il disait, sans le dire directement, que Trump avait appelé Poutine à l'aide. C'est la clé de toute l'affaire. Bien sûr, les Russes ont eu la politesse de ne pas l'étaler à la une des journaux partout, ce qu'ils auraient pu faire, car c'est une autre carte que Poutine peut jouer. Il aurait pu dire à Trump, « Je peux être le médiateur ». Je peux trouver une solution parce que je m'entends bien avec tous les acteurs, y compris toi. Mais cela dépendra, bien sûr, du fait que les Russes parviennent à convaincre les Iraniens que la Russie peut désormais jouer le rôle de médiateur. L'Iran ne veut ni médiation, ni diplomatie. Il ne cesse de répéter que la diplomatie a été tuée par les Américains. Voilà. La seule chose que nous ayons, c'est un ultimatum, celui qu'ils ont transmis officieusement cette semaine, la loi martiale, l'avis d'expulsion. S'ils se conforment à tout cela, voici probablement les 3 points principaux. Premièrement, le retrait des États-Unis de toutes les bases militaires à travers l'Asie de l'Ouest. Deuxièmement, la fin de toutes les sanctions, littéralement.
Et troisièmement, nous poursuivons notre programme nucléaire civil, comme nous l'entendons, sans aucune inspection, etc. C'est nous qui décidons comment nous voulons développer notre programme nucléaire civil. Disons donc que ce sont là les 3 points principaux. Comme nous le savons, l'establishment américain, pas le babouin orange, n'acceptera jamais rien de tout cela. C'est pourquoi il s'agit d'une guerre des nerfs, d'une question de savoir qui clignera des yeux le premier. Et en supposant qu'il y ait une impasse, en supposant que Trump, la semaine prochaine, et tout est possible, dise « Très bien, nous avons bombardé l'Iran jusqu'à le réduire en miettes. Il n'y a plus rien à bombarder. J'ai gagné, et c'est tout. » Que se passe-t-il ensuite? Cela signifie-t-il que les États-Unis vont laisser Israël seul et qu'Israël sera dévasté par l'Iran? Impossible. Cela signifie-t-il que les États-Unis vont se retirer de l'ancien Moyen-Orient, l'Asie de l'Ouest et de toutes ses bases? Peu probable. Cela signifie-t-il que les États-Unis vont conclure un accord avec l'Iran pour permettre le libre passage de tous par le détroit d'Ormuz? Non, car l'Iran a déjà dit non. Le détroit d'Ormuz a désormais été privatisé. C'est nous qui le contrôlons, nous qui le gérons, et nous décidons qui bénéficie du libre transit ou non. Donc cela non plus ne va pas changer. Même s'il y a un affrontement, il n'y aura pas de suite. C'est là le problème. C'est une impasse. Pour la présidence Trump, c'est une impasse. Leur seul mouvement possible serait de détruire la volonté de résistance de l'Iran. Et cela est stratosphériquement impossible. Donc l'impasse continue, vous savez. Vous vous souvenez de Benjamin Netanyahou parlant avec Vladimir Poutine et lui demandant de transmettre un message aux Iraniens selon lequel Israël n'allait pas attaquer l'Iran. Vous vous souvenez de la période après la guerre de 12 jours. Les gars, je ne vois personne, même en Russie, à Moscou, croire ce que dit Donald Trump ou ce que dit Benjamin Netanyahou, parce qu'ils savent qu'ils ont trompé les Russes en Ukraine pendant des années. Et Donald Trump, depuis plus de 12 mois, trompe les Russes en Ukraine avec ses fausses négociations. Il envoie des renseignements et tout le reste à l'Ukraine, tout en disant « Non, nous voulons négocier ». Nous voulons mettre fin au conflit. Tout le concept d'Eurasie, Pépé, est important en ce moment parce que tu parles de l'Iran. Mais l'Iran est en quelque sorte la fondation. Ce sera la base. Si l'Iran n'existe pas, la structure va s'effondrer. Et beaucoup de gens le comprennent. Tu sais, tu te souviens quand cette guerre a commencé. Les Israéliens ont tout fait pour manipuler le Caucase du Sud. Ils ont commencé avec ces tensions entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Ils ont mené une opération sous faux drapeau contre l'Azerbaïdjan en disant que les Iraniens les attaquaient. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais il semble que la situation avec l'Azerbaïdjan soit sous le contrôle à la fois de l'Iran et de la Russie, et nous ne verrons pas de montée des tensions. Comment voyez-vous le fait que les États-Unis aient un partenariat stratégique, celui que la vice-présidente a signé, avec l'Azerbaïdjan? Israël essaye de manipuler la situation aux frontières autour du corridor de Zangezur, celui sur lequel Donald Trump voulait apposer son nom. Mais pensez-vous que ce concept, ce genre d'initiative, ait échoué jusqu'à présent? Et voyez-vous la possibilité de tensions dans cette direction? Eh bien, la Turquie et l'Azerbaïdjan ne sont pas assez stupides pour s'opposer à l'Iran en ce moment. Et l'Iran a déjà anticipé cela en déclarant « Écoutez, nous n'allons attaquer aucune nation qui ne nous a pas attaqués, même si elle a des intérêts américains, tant qu'elle ne nous attaque pas. » C'était donc un message direct adressé à la fois à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Restez où vous êtes, ne tentez rien. Si vous le faites, vous allez le regretter. C'était le message. Apparemment, la Turquie l'a très bien compris.
L'Azerbaïdjan est un cas beaucoup plus compliqué parce que vous savez, le clan Aliyev, waouh, c'est un nid de gangsters très complexe, vous savez, très proche d'Israël, très très important. L'oléoduc BTC. Very, very important. The BTC pipeline. The BTC pipeline angle is essential. L'angle du gazoduc BTC est essentiel. L'Iran n'attaquerait pas le gazoduc BTC et ne prendrait pas l'initiative de le faire, car ce qu'il pourrait faire à la place, c'est cibler les cargos qui transportent le pétrole circulant par le BTC jusqu'à Ceyhan, sur la côte est de la Méditerranée en Turquie, puis vers Israël, chargés de pétrole destiné à Israël. Le BTC dessert plusieurs clients, dont la Géorgie en tant que pays de transit et la Turquie elle-même. Donc, si l'Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie ne font rien contre l'Iran, il n'y a aucune raison d'attaquer le BTC. La manière dont ils agiront plus tard est une autre histoire, mais ce n'est pas le cas de la Géorgie. Depending on how they're going to act later is another story. Not the case of Georgia, the case of Azerbaijan especially. Le cas de l'Azerbaïdjan en particulier. Mais cela pourrait impliquer d'attaquer des pétroliers transportant du pétrole BTC en Méditerranée vers Israël. Ce serait une cible légitime pour l'Iran. C'est quelque chose qui pourrait se produire, des attaques de drones. Cela pourrait certainement arriver. Erdogan, bien sûr, est extrêmement rusé. Il passe sa vie à se couvrir. Il sait que, dans le cas de l'Iran, il doit se couvrir. Ou plutôt, il ne peut même pas le faire. Il doit essentiellement rester silencieux. Et bien sûr, l'Iran sait que s'il y a une attaque contre la Turquie, tous ces chihuahuas à Bruxelles vont se mettre à hurler comme des chiens enragés. Article 5, article 5, article 5. Donc vous voyez, il y a des limites. Mais l'Azerbaïdjan, c'est compliqué, car il pourrait bénéficier du corridor de transport nord-sud, à condition que celui-ci se poursuive plus tard. Nous ne savons même pas, par exemple, si l'Iran permettra à l'Inde de rester partenaire dans le port de Chabahar après ce qui s'est passé. L'un des scénarios auxquels je pense, c'est que ce corridor pourrait devenir un corridor Russie, Iran, Chine, sans inclure l'Inde. C'est tout à fait possible, car la Russie et l'Iran ont tous deux été trahis par l'Inde. L'Inde n'a absolument aucun soutien, d'où qu'ils viennent. Ce qu'ils ont fait, à la fois à la Russie, puis plus tard à l'Iran, est perçu partout comme une trahison, avec le risque de faire exploser les BRICS de l'intérieur. Cela signifie que les BRICS ont, un combat difficile devant eux dans les prochains mois. Non seulement pour se demander, d'accord, quel est le rôle de l'Inde cette année? Permettons-nous à l'Inde d'assurer la présidence et d'accueillir le sommet plus tard cette année, après ce qui s'est passé. Après tout, ils se sont ouvertement rangés du côté des États-Unis et d'Israël, ce qui revient à aller à l'encontre des intérêts des BRICS, de tous. Donc vous voyez, la situation des BRICS est aujourd'hui désespérée. C'est au-delà de l'horrible. Ils sont dans un profond coma et nous ne savons pas comment ils vont être ressuscités. Tout cela ajoute chaque jour de la complexité à l'ensemble. Et si cette guerre se poursuit encore quelques semaines, ce sera l'effondrement total de l'économie mondiale. Point final. Alors, toutes les prévisions tombent à l'eau. Personne ne sait ce qui viendra ensuite. Et là, je dirais, démence intrinsèque de l'actionniste international et de l'administration actuelle à Washington pourrait les pousser à détruire l'économie mondiale à terme. D'accord, nous sommes acculés. Nous ne gagnons pas. Au contraire, nous perdons. D'accord, tout le monde perdra aussi. C'est la mentalité de ces gangsters. Ils ne pensent à personne d'autre qu'à sauver leur propre peau. Quel que soit l'angle sous lequel on regarde Nima, c'est vraiment terrifiant. Nous savons que Donald Trump va se rendre en Chine. Il semble qu'il essaie de convaincre les Chinois d'acheter du pétrole à Mhelink. Pas question. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. D'abord parce qu'ils n'en ont pas besoin, Nima.
Ils ont tout ce qu'il leur faut avec le Power of Siberia, le Power of Siberia 2, qui sera achevé d'ici 2 ans, désormais accéléré, le pétrole du Kazakhstan, le gaz du Turkménistan, le gaz du Myanmar. Ils n'en ont pas besoin. Oublie ça. Oublie ça. Et bien sûr, pour les Chinois, c'est une question de sécurité nationale. Ils ne peuvent pas acheter de l'énergie à un pays qui, à long terme, veut entrer en guerre contre eux. Cela n'a absolument aucun sens, ni géopolitique, ni économique. Donc le voyage lui-même est déjà mort, en supposant qu'il ait lieu. Les Chinois, bien sûr, respectent le protocole. Ils organiseront ce voyage, il aura lieu, mais ce ne sera même pas une occasion de photo pour Trump. Ils géreront cela, bien sûr, de manière très correcte, d'un point de vue diplomatique, mais ce sera un événement mineur et sans conséquence. Mais en ce qui concerne la Russie et l'Iran, que veut Donald Trump de la Chine? Et en quoi la Chine pourrait-elle réellement l'aider? Personne ne sait. Personne ne sait. Lui non plus. Ce n'est pas un stratège, Nima. Il n'a aucune stratégie. Sa stratégie contre la Chine se résumait à une seule chose, une guerre tarifaire. Il a perdu. Voilà tout. Il n'y a rien d'autre. Sous Trump 1.0 et aussi sous Trump 2.0, il n'y avait qu'une seule stratégie, la guerre tarifaire. Il a perdu la première et il a perdu la seconde. Il n'y a pas de plan B. Et les Chinois savent exactement ce qu'ils ne veulent pas ou n'ont pas besoin des États-Unis. Ils apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur la machinerie de l'Empire au niveau militaire, en action. Ils accumulent des tsunamis d'informations d'une valeur inestimable à ce sujet qu'ils vont ensuite traiter et utiliser. Ils aident l'Iran avec du renseignement de haute technologie en temps réel. Alors, à quoi bon Trump se rendant à Pékin? D'accord pour la photo, et c'est tout. Ils le traiteront ainsi, encore une fois, sans conséquence pour l'avenir proche, ni pour les plans à long terme. Pepe, l'autre partie influencée par la guerre en Asie de l'Ouest, c'est l'Europe. Et l'Europe est touchée non seulement par l'Asie de l'Ouest. Le conflit en Ukraine a frappé l'Europe d'une manière que personne n'avait anticipée avant le début de la guerre. En ce moment, elle ne reçoit plus d'énergie de la Russie ni de l'Asie de l'Ouest. Quelle est la stratégie des Européens? Ont-ils une stratégie? En ont-ils une collective ou agissent-ils séparément selon les pays? J'adore ta question, Nima. Dès que tu commences à la poser, je me mets à rire, parce que, bien sûr, tu dois poser cette question. Mais tout le monde connaît la réponse. Leur seule stratégie, le plan A, consiste à tout rejeter sur la Russie, et maintenant sur l'Iran, ou sur les deux. C'est tout. Il suffit de suivre les communiqués de presse de Bruxelles, où chaque fois que ces deux stupides femmes, je suis désolé, nous qui aimons les femmes, mais malheureusement, ces deux-là sont une honte pour les femmes. La méduse toxique et cette estonienne avec le cerveau d'un ver démembré. Voilà. Il suffit d'écouter ce qu'elles disent, leurs proclamations, leurs publications, peu importe. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pas de réflexion, rien du tout. Et ces idiots refusent toujours de reconnaître que leur politique entraîne l'Europe dans une crise énergétique phénoménale. Phénoménale. Horrible. Et cela n'a même pas encore vraiment commencé. Maintenant, ils n'ont plus de gaz du Qatar, plus de gaz de Russie. Où vont-ils trouver du gaz? Sur Mars. Pathétique. Et ils s'infligent cela à eux-mêmes. Quand je dis « ils », je parle de l'Union européenne, en particulier de la Commission européenne. Et il n'y a pas d'issue. Personne ne va les sauver. Personne ne s'en soucie. Le reste du monde s'en moque. Même s'ils veulent acheter, d'accord, ils peuvent acheter de l'énergie russe en payant un prix énorme. Ils peuvent acheter de l'énergie américaine en payant un prix qu'ils ne peuvent pas se permettre. Voilà. Tant qu'ils obtiennent des prêts auprès de banques qu'ils ne pourront pas rembourser, d'accord, ils peuvent acheter de l'énergie à des prix absurdes sur le marché au comptant.
Hier, le Wall Street Journal a rapporté que l'Iran exporte plus de pétrole qu'avant le début de la guerre. Yes. Oui, indirectement. Donc ils achètent de l'énergie russe de manière indirecte. Bien sûr, bien sûr. Of course, of course. Pep, vas-y. Non, vas-y. Go ahead, go ahead. Je pense que l'une des questions les plus cruciales en ce moment, dans l'esprit de l'administration Trump, est de savoir comment cette guerre est en train de transformer le Moyen-Orient, comment elle change l'ensemble de ces États arabes, ainsi que l'Iran. Il n'y a pas beaucoup de débats venant de ces États arabes, mais si l'on réfléchit à ce qui se passe dans leurs esprits, ils accueillent des bases américaines depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, cette guerre, qui n'est pas la leur, mais celle des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, les influence d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée auparavant. Je dirais qu'aucun dirigeant de ces pays n'y avait vraiment réfléchi. Que se passe-t-il dans l'esprit de ces dirigeants? Car il ne s'agit pas seulement de pétrole, il s'agit de leur vie, de leurs affaires, de tout. Dubaï, par exemple. Ces multimilliardaires quittent Dubaï. There's only one question, Nima. Will they learn the lesson? Il n'y a qu'une seule question, Nima. You're gonna have to wait. Vont-ils tirer la leçon? Il est trop tôt pour le dire. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre, bien sûr, en supposant que cette guerre prenne fin dans les prochaines semaines. Ensuite, nous verrons s'ils ont appris leur leçon ou s'ils continueront à être des vaisseaux jetables, ce qu'ils sont exactement. Et cela doit être difficile pour eux tous. Ce sont des peuples très tribaux, très fiers. On dirait qu'ils ont été traités comme moins que rien par la superpuissance censée les protéger. Voyons s'ils en tirent les conclusions nécessaires. Je pense qu'aucun de nous ne devrait parier là-dessus. Mais s'ils le font, alors nous assisterons à une réorganisation géopolitique radicale de l'ensemble de l'Asie occidentale, en particulier des pétromonarchies du Golfe. Bien sûr, les Russes et les Chinois examinent la situation de très près, car ils ont de nombreux intérêts et de bonnes relations. Parce que si cela ne reste pas sous le parapluie américain, cela pourrait, à terme, devenir un parapluie russo-chinois. Et bien sûr, en ce qui concerne le pétrodollar, les répercussions sur le pétro-yuan vont devenir de plus en plus solides. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire. Pour le moment, ils sont sous le choc, car tout cela s'est passé très très vite. Peux-tu imaginer que du jour au lendemain, tout le modèle économique de Dubaï est disparu? Il y a 2 semaines, Dubaï était le carrefour de la planète. Maintenant, c'est fini. Comme ça. Ce n'est même pas un clin d'œil à l'échelle de l'histoire. C'est terminé. Et cela ne reviendra pas. Personne n'investira plus à Dubaï. Et ce n'est plus un refuge sûr pour les expatriés. Voilà, c'est fini. Nous ne savons pas ce qui va suivre. Nous ne savons pas comment le Qatar va se relever. Nous ne savons pas si ces bases seront reconstruites par les Américains. Si elles le sont, tout recommencera. Il y aura une autre guerre à l'avenir, reproduisant celle-ci. S'ils décident, non, vous ne pouvez plus avoir de base sur notre territoire souverain, la réaction américaine, surtout sous ce président, est imprévisible. Il pourrait décider de les bombarder à nouveau, mais cette fois depuis l'Empire. Donc, tout est possible. Pour le moment, tout est possible. Mais voyons. Voyons s'ils ont un cerveau qui fonctionne, ces pétromonarchies collectives. S'ils ne l'ont pas, eh bien, ils paieront à nouveau le prix dans un avenir proche. Je pense que beaucoup de gens, Pepe, avant de conclure, s'intéressent à l'avenir du programme nucléaire iranien. Le nouveau dirigeant va-t-il changer la politique concernant les bombes nucléaires, les armes nucléaires? Parce que tu sais, ils voient ce qui se passe avec la Corée du Nord. Ils ont des armes nucléaires, des bombes atomiques,
et c'est pour cela que personne ne les attaque. Alors pourquoi l'Iran devrait-il rester dans le TNP et toutes ces institutions qui n'ont plus de sens pour lui? Ils sont attaqués. Ils mènent actuellement une guerre existentielle. Je pense que ce sont des questions cruciales pour la direction iranienne en ce moment. Can I ask you this question, Nima? Okay. Puis-je te poser cette question, Nima? Très bien. Laisse-moi la formuler très simplement. Tu es Mojtaba Khamenei. Tu es le nouveau guide suprême et tu préserves l'héritage de ton père. Tu sais que ton père était probablement le plus grand obstacle à l'acquisition de la bombe nucléaire par l'Iran. Maintenant, c'est fini. C'est un nouveau système et l'Iran est en guerre. Que ferais-tu? Ou bien, si tu étais conseiller en politique étrangère de Mojtaba Khamenei, que lui suggérais-tu de faire? To Mojtaba Khamenei, what would you suggest him to do? Je pense que la voie évidente consiste à fabriquer des armes nucléaires, car ce sont des moyens de dissuasion. Elles ne sont pas destinées à être utilisées, et personne ne les a utilisées depuis la dernière fois que les États-Unis l'ont fait. Elles constituent une garantie pour la sécurité et l'avenir du pays, afin que plus personne n'ose vous attaquer. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer, Pepe. Je pense que c'est en train de se produire à l'heure où nous parlons, parce qu'ils ont vu le guide suprême de l'Iran, pendant de nombreuses années, affirmer que ces armes vont à l'encontre des droits humains, de l'humanité et de tous ces concepts que nous savons exister au sein de l'islam. Nous connaissons la dimension morale de cet argument. Mais il faut accepter la réalité en dehors de l'islam. Vous voyez la réalité à l'extérieur. Eh bien, vous savez, c'est « la force fait le droit ». C'est la réalité du monde d'aujourd'hui, et elle devrait être prise en compte par la direction iranienne. Ils doivent comprendre que s'ils décident de suivre la même voie qu'auparavant, les États-Unis vont attaquer encore et encore, et Israël va attaquer encore et encore. Alors, quelle est la solution à cela? Je pense que c'est extrêmement important en ce moment, avec la nouvelle direction en Iran. Quelle est la voie à suivre? Et si je raisonnais logiquement sur ce qui se passe, mathématiquement, ils vont construire des armes nucléaires. Mhm. Merci, Pep. There you go, Nima. You answered the question that everybody is asking. Voilà, Nima. Tu as répondu à la question que tout le monde se pose. In a very Merci. rational response. And I'm sure C'était une réponse très rationnelle, et je suis sûr que c'est ce que les personnes autour de Mustafa Khamenei envisagent en ce moment, sans parler de lui-même. Nous ne savons toujours pas car il n'a encore rien dit. Pour l'instant, il représente cette idée unificatrice pour l'Iran. Mais je me demande ce qu'il dira la première fois qu'il apparaîtra en public. Ce pourrait être quelque chose d'assez proche de ce que tu viens de nous dire. Merci beaucoup, Nima. Thank you so much, Nima. Merci, Pep. Obrigado a você. Grande prazer. Merci. Grand plaisir, grand plaisir. Merci à tous. Merci à vous tous. Santé. Au revoir. Obrigado a você. Thank you all. Cheers. Bye bye. Yeah.